Aujourd'hui, notre émission traitera d'un produit utilisé depuis la préhistoire, à savoir la chaux. Nous allons interviewer une série d'experts qui vous présenteront les différents aspects de sa production, ainsi que les utilités de cette matière. Vous aurez également un aperçu en image de l'impact qu'a la chaux de nos jours, ainsi que la question écologique que pose sa production. Monsieur Lippens, peu de gens savent exactement en quoi la chaux occupe une place importante dans notre vie quotidienne. Pourriez-vous nous éclairer sur les usages de ce produit? Eh bien, la chaux est utilisée dans de nombreux domaines, tels que l'agriculture, l'industrie et les travaux publics. Afin de comprendre ses propriétés, voici en images quelques applications courantes de la chaux. La chaux est d'application courante dans la sidérurgie. Elle est utilisée dans les convertisseurs et les fours électriques. Elle favorise les précipitations de scories et rend ainsi un métal plus pur. Elle est également utile pour améliorer la productivité de la chaîne d'agglomération du minerai. La chaux a un pH très élevé. Le domaine agricole exploite cette propriété afin de stabiliser l'acidité des sols. En plus de ça, elle enrichit les terres en magnésium et en calcium. En bref, que des atouts pour la production. Ici, la chaux intervient comme agent de précipitation et de flocculation. Elle permet ainsi d'atténuer la pollution de l'eau. De plus, elle tue les bactéries par élévation du pH. Elle intervient également dans le traitement des fumées d'origine industrielle. Elle permet de neutraliser certaines substances nocives telles que le dioxyde de soufre et l'acide chlorhydrique. Un mélange de terre et de chaux est utilisé pour créer des préfondations de bonne qualité dans le but de construire bâtiments et routes sur sol instable et humide. La chaux est utilisée depuis longtemps comme enduit mural dans certaines vieilles maisons et bâtiments agricoles. En effet, ce type d'enduit permet de blanchir le mur et de le désinfecter. Monsieur Verlet, le réchauffement climatique est une problématique mondiale actuelle. Comment pouvons-nous quantifier le rejet dans l'atmosphère du CO2 produit par la calcination du calcaire? C'est la chimie qui va nous aider à répondre à cette question. Grâce à l'équation de calcination produite au tableau, nous pouvons déterminer que pour la production d'une tonne de chaux, il est nécessaire de rejeter 735 kg de CO2 dans l'atmosphère, chiffre qu'il faut doubler si on tient compte de l'énergie nécessaire à la calcination, soit un total de 1450 kg par tonne de chaux produite, l'équivalent des rejets en CO2 de 100 véhicules pendant un jour. Imaginez pour 300 millions de tonnes par an. Alors la biomasse, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale. On la retrouve dans les copeaux de bois, les résidus verts ou même les eaux usées. Ces déchets sont transformés en combustible. Généralement, la biomasse se présente sous forme de granulés ou de briquettes. Lorsqu'on la brûle, on libère du CO2, mais c'est du CO2 que les végétaux ont extrait de l'atmosphère grâce à la photosynthèse. L'avantage de la biomasse réside donc dans le fait qu'on peut parler d'énergie renouvelable et qu'elle participe au traitement et à l'élimination des déchets organiques, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement. Bonjour Monsieur Modou. Bonjour. Nous avons derrière nous un schéma de four Mars. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi un tel type de four? Bien, ce four est extrêmement économique. En effet, il permet de récupérer un maximum de chaleur, et ce grâce à diverses améliorations par rapport au modèle de base. Nous voyons ici un four à chaux de base. L'air de combustion refroidit les pierres calcinées, puis brûle à mi-parcours et sort à 200 degrés après s'être refroidi au contact des pierres du haut. La première bonne idée consiste alors à augmenter la zone d'échange de chaleur entre l'air chaud et les pierres froides. On propose de faire un four 2 fois plus grand. Cependant, un four si haut est fragile et difficile à concevoir et ne convient donc pas à une utilisation industrielle intensive. La deuxième bonne idée consiste à séparer ce four en deux et à placer les deux tours côte à côte. On récupère ainsi les gaz de combustion du premier four pour réchauffer les pierres du second. On comprend bien évidemment ici l'intérêt de chauffer les deux fours en alternance, puisque sinon les pierres sortant du four de droite ne seraient jamais calcinées. La troisième et dernière bonne idée consiste à réorganiser les flux de gaz de manière à faire parcourir au gaz chaud un minimum de chemin entre les deux fours pour éviter qu'ils se refroidissent. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Merci pour votre attention. Au revoir.